N'y aurait-il que la droite ou l'extrême droite capable de défendre la liberté aujourd'hui, alors que la gauche censurerait, entraverait les libertés individuelles, la liberté de ne pas payer trop d'impôts, la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression? Sans la liberté d'expression, c'est tout l'esprit occidental qui s'éteint et ce sont nos démocraties qui se fragilisent. Restaurer l'autorité en France, défendre la liberté économique et autorité, identité, liberté, j'ai des valeurs. On constate aujourd'hui en France, pays de la liberté, la propagation d'une censure dans bien des pans de la société. Liberté, liberté chérie, c'était le slogan de campagne de Marine Le Pen en 2022. Cette notion est dans toutes les bouches de leaders de droite et d'extrême droite. Partout, ils disent défendre la liberté. Aux États-Unis, c'est devenu la valeur cardinale, la valeur première, ce que beaucoup d'Américains qualifient de liberté absolue. Les conservateurs affirment leur droit à faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Et les géants de la tech suivent. We've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. Sur Facebook et Instagram, on peut désormais tenir des propos sexistes ou homophobes, car c'est ça, la liberté d'expression à la sauce Zuckerberg désormais. Sur X, on peut carrément réhabiliter le nazisme au nom de la liberté d'expression. Partons en Allemagne où Elon Musk est accusé d'ingérence dans la campagne électorale en soutenant l'AfD. The biggest success after that terrible era was to label Adolf Hitler as right and conservative. He was a communist, socialist guy. On défend la liberté d'être raciste, d'être antisémite, la liberté de diffuser de fausses informations, la liberté d'appeler à la haine. La liberté pour des chefs d'entreprise de mettre la main sur le système de santé, la liberté de créer des monopoles, comme c'est le cas pour les réseaux sociaux ou pour Amazon, la liberté d'exploiter des pans entiers de la population, de les payer de manière à ce qu'ils puissent à peine se loger ou se nourrir. Bref, vous l'aurez compris avec l'exemple américain, la liberté telle que la droite et l'extrême droite la conçoivent, c'est surtout la liberté de quelques-uns, au détriment de celle de tous les autres. Comme le disait le philosophe Isaiah Berlin, donner la liberté aux loups, c'est souvent vouer les agneaux à la mort. Seulement aujourd'hui, quiconque veut critiquer ce modèle est renvoyé au statut de censeur. Vous ne voulez pas de tout ça? Alors vous êtes contre la liberté. Et c'est cet accaparement de la notion de liberté par ces courants politiques qui a poussé l'économiste Joseph Stiglitz à écrire un livre entier sur le sujet. Selon lui, les conservateurs, droites et extrêmes droites de tous les pays sont au contraire les plus grands fossoyeurs des libertés. Et il est urgent de déclencher un débat public digne de ce nom autour de cette notion. Alors aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler dans cette nouvelle émission pour Blast, avec Joseph Stiglitz en personne. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, laissez-moi vous faire une brève présentation. Joseph Stiglitz, c'est l'un des économistes les plus reconnus au monde. Prix Nobel d'économie, il s'est battu toute sa vie pour une économie plus équitable. Né en 1944, dès la fin des années 60, il s'est imposé comme une figure incontournable dans le monde académique, enseignant dans les universités les plus prestigieuses telles que Yale, Princeton, Oxford ou encore Stanford. Il enchaînera toute sa vie les postes influents. Conseiller économique auprès du président Bill Clinton, puis économiste en chef et vice-président de la Banque mondiale. Ces expériences lui ont permis d'observer de près les mécanismes économiques mondiaux, renforçant sa détermination à dénoncer leurs dérives. Auteur de nombreux ouvrages devenus best-sellers, ces 2 dernières décennies, il s'est illustré par son regard critique sur la mondialisation et les institutions financières internationales. Dans son livre La Grande Désillusion, publié en 2002, il critique sévèrement le FMI et la Banque mondiale, qu'il accuse d'imposer des politiques d'austérité et de privation aux pays en développement, souvent au détriment des populations locales. Parmi ses autres ouvrages majeurs, Quand le capitalisme perd la tête, publié en 2003, où il analyse les excès de la finance dérégulée, et Le prix de l'inégalité, publié en 2012, qui met en lumière comment les inégalités croissantes affaiblissent nos sociétés. Il propose et défend fermement aujourd'hui une taxation plus forte des grandes fortunes et des multinationales pour financer des services publics de qualité et réduire les inégalités. Bref, Joseph Stiglitz est un économiste, figure intellectuelle mondiale, et nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui sur le plateau de Blast. Il sera traduit en direct par l'interprète Michel Zlotowski en plateau. Joseph Stiglitz, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Blast.
Vous écrivez « Nous sommes une nation née de la conviction que les humains doivent être libres. Nous ne pouvons tolérer qu'un camp s'empare à son profit de la définition même de la liberté en termes économiques et politiques. » Aujourd'hui, la notion de liberté est sans cesse mobilisée par les conservateurs, voire par l'extrême droite, aux États-Unis comme en France. Est-ce qu'ils ont réussi à obtenir le monopole de cette notion ? Je crains qu'ils n'aient tenté de capturer la définition, cette notion pour eux-mêmes. Aux États-Unis, l'extrême droite du Parti républicain se nomme le caucus de la liberté. Mais une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'était vraiment de mettre l'accent sur le fait qu'ils n'étaient pas en faveur de la liberté pour la plupart des gens et qu'ils n'ont pas la bonne conception, la conception correcte de la liberté. Et les gens progressistes comme moi, nous avons une meilleure conception de la liberté. Un système économique, un système social, un système politique qui donnera plus de liberté pour plus d'individus. Justement, nous allons parler de votre conception de la liberté. Vous écrivez que les libertés des uns privent souvent les autres de liberté. Défendre la liberté des uns se fait donc souvent au détriment de celle des autres. Vous citez Cicéron qui disait il y a 2000 ans « Nous sommes esclaves de la loi afin de pouvoir être libres ». Autrement dit, c'est seulement par l'action collective que nous atteignons, selon vous, un équilibre de liberté. En quoi le collectif et les règles sont-ils indispensables à l'existence de libertés individuelles ? Le concept fondamental, c'est que je peux partir de cette citation d'Isaiah Berlin. La liberté des loups, c'est la mort des brebis. Nous sommes dans une société ouverte. Ce que fait une personne peut avoir un effet énorme sur tout le monde. Si vous permettez à un individu de faire du mal à un second, ça réduit la liberté de cette seconde personne et des autres en général. Beaucoup d'Américains disent le droit de porter un fusil mitrailleur AK-47, c'est vraiment un droit fondamental. Et chaque jour, aux États-Unis, il y a des meurtres de masse. Et le droit de porter une AK-47 enlève aux autres le droit d'être libre de la peur, que les parents n'aient pas peur de ne pas revoir vivants leurs enfants quand ils vont à l'école, et le droit de vivre. Donc, le droit de certains qui est vraiment au détriment du droit des autres. Et en tant que société, on doit faire ces jugements. Et dans ce cas-là, je pense que toute société raisonnable dira que le droit de vivre est plus important que le droit de porter une AK-47. Vous utilisez aussi un autre exemple qui est l'exemple des feux rouges où on ne peut pas faire société, on ne peut pas circuler, on n'a pas la liberté de prendre sa voiture et de circuler s'il n'y a pas de feu rouge, si on n'a pas une forme de coercition collective qui nous permet d'entretenir ces libertés. Quand on lit votre livre, quand on vous entend, ça semble évident. Mais encore une fois, c'est pas la conception de la liberté qui est en train de gagner dans le monde aujourd'hui. Ce que nous disent Donald Trump, Elon Musk et certaines personnes aussi en France, c'est que ils défendent une forme de liberté absolue, une liberté totale, qui est donc de pouvoir faire du mal aux autres si on le souhaite, qui est de pouvoir posséder ce que l'on veut. Comment se fait-il que nous n'ayons plus la capacité, collectivement, d'avoir un véritable débat autour de ce qu'est la liberté et que cette conception très libertarienne de la liberté ait gagné les esprits aussi massivement et aussi mondialement? En fait, vous me posez une question difficile, qui est très bonne d'ailleurs. Pour moi, c'est clair. Il est clair que on a eu des règles qui remontent aux 10 commandements. C'est quoi les 10 commandements? Ce sont des règles telles que tu ne voleras pas. Eh bien, ça enlèvera une partie de la liberté du voleur au bénéfice du reste de la société. Mais c'est clair, ce bénéfice. Et c'est un exemple
d'un mal évident et nous tentons de limiter, de restreindre ce mal. Mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, les monopoles peuvent hausser les prix de leurs marchandises au détriment des revenus des autres gens. Et ça mène à l'inefficacité économique. L'exemple que vous citez, pris de mon livre au sujet des feux de croisement, votre liberté de circuler est diminuée parce que quand le feu est rouge, voilà. Mais si vous n'avez pas de règles, eh bien, personne n'est libre si tout le monde est libre finalement, parce que vous vous retrouvez dans un embouteillage total. En tant qu'économiste, en tant que citoyen, vous dites, c'est tellement évident. Nous vivons dans une société intégrée et il faut équilibrer les libertés. Et l'exemple des feux de croisement est important aussi. C'est une métaphore pour beaucoup d'autres choses. Un autre exemple, pour en revenir à la pandémie, ça semble être il y a tellement longtemps, mais ça ne fait qu'il y a quelques années. Nous sommes ici aujourd'hui en train de discuter, en partie, parce que nous avons été vaccinés. Il y a eu le vaccin. Le vaccin a été réussi. C'est un vaccin de la plateforme mRNA. C'est cette plateforme qui a été budgétée, où l'argent est venu des gouvernements. Et c'est cet argent qui a été transformé grâce à cette plateforme en vaccin qui nous a permis de vivre et d'être ici aujourd'hui. Et ça a été financé par le gouvernement. Donc, le gouvernement nous a permis de le faire, d'être ici. Mais pour le financer, eh bien, il fallait lever des impôts. Les impôts, c'est vraiment, il faut payer les impôts. C'est vraiment une diminution de notre liberté. Mais alors, comment est-ce que je peux comparer cette petite coercition qui est de payer des impôts avec le bénéfice de la liberté, d'être vivant ou de ne pas aller à l'hôpital? Il n'y a aucune comparaison possible. Toute personne raisonnable dira que cette petite coercition qu'il s'agit de prendre des impôts est plus que compensée par la liberté de vivre. Donc, quand on a cette action collective, par un petit peu de coercition, on peut étendre les choses que l'on peut faire. Et vraiment, c'est ça la liberté, dans un sens qui fait sens. Les impôts aujourd'hui sont présentés aux États-Unis comme en France par les conservateurs comme une entrave à la liberté personnelle, comme une contrainte extrêmement forte. Vous, ce que vous dites, c'est que payer des impôts, c'est défendre la liberté. Quelle notion de la liberté, quelle définition de la liberté vous donneriez, qui est celle qui est utilisée dans votre livre ? La définition fondamentale de la liberté, c'est la possibilité de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez choisir. Vous savez, quand vous êtes en train de mourir de faim, vous n'avez pas tellement le choix, vous devez faire ce qu'on vous dit de faire. Donc certains d'entre nous ont la chance d'avoir l'éducation qui nous permet de nous épanouir. Pour moi, un aspect fondamental de la liberté, c'est d'être capable d'avoir la possibilité de vivre au maximum de votre potentiel et de faire ce que vous voulez faire. Mais cela exige une éducation. Cela exige de la santé. La vision de l'éducation et de la santé pour tout le monde, eh bien, ça nécessite des impôts, de payer l'impôt. Oui, c'est un peu une restriction de votre liberté. Mais ça, à la fin des fins, ça étend l'étendue de ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société libre? C'est une société au sein de laquelle il y a, pour la plupart des individus, le plus grand choix possible qui permettent aux gens de vivre au maximum de leur potentiel.
Dans ce livre, vous parlez aussi beaucoup de démocratie. Vous ouvrez votre premier chapitre en rappelant que selon Freedom House, une ONG américaine, en 2022, et pour la 16e année consécutive, les libertés sont en recul partout dans le monde. 80% de la population mondiale vit dans des régimes autoritaires ou dans des pays partiellement libres où manque un élément essentiel, comme par exemple une presse indépendante. Cela implique aussi des pays européens comme la Hongrie, de Viktor Orban par exemple. Et vous considérez que ça nous montre quand même que la liberté est en danger à travers le monde. Pourquoi ? Je suis d'accord avec le fait que la liberté soit en danger. Mais alors, que s'est-il passé ? Mon diagnostic, c'est que un morceau critique de la raison pour laquelle c'est arrivé comme ça, c'est la croissance des inégalités. Cette croissance des inégalités a créé un champ virtuel pour les démagogues. Et il y en a plein de démagogues à travers le monde. L'Amérique a été très malheureuse. A manqué de chance. On a eu un des pires démagogues sous les traits de Donald Trump. Quand j'ai écrit mon livre « Le prix de l'inégalité », je ne pensais pas, je me suis dit oui, il se pouvait qu'un démagogue arrive au pouvoir, mais je ne savais pas quelle forme cela prendrait. On a eu déjà des démagogues par le passé. On a eu la malchance d'en avoir un. Presque aussi dangereux que Donald Trump. Mais la question qui se pose est la suivante. Pourquoi y a-t-il tellement d'inégalités ? Quelle est son origine ? Et qu'est-ce que l'on peut faire à ce sujet ? L'origine, selon moi, ça a à voir avec notre système économique néolibéral, qui était en fait censé être la liberté. Mais c'était la liberté des entreprises pour exploiter les gens, la liberté d'avoir un pouvoir sur le marché. D'autres économistes sont en faveur de cela, comme Milton Friedman, qui dit que les marchés sont naturellement concurrentiels. On a eu 45 années de cette expérience-là. Ils ne sont pas naturellement concurrentiels. On voit de plus en plus de gens qui prennent le pouvoir sur les marchés, par exemple, particulièrement dans le domaine du numérique, c'est très clair. Le néolibéralisme dit également qu'il y aurait, si vous voulez, une forme de richesse qui cascaderait du haut vers le bas. Et donc, ça devrait être au bénéfice de tout le monde. Mais ce que nous avons vu avec le néolibéralisme au cours des 45 dernières années, c'est que la croissance s'est ralentie et ne s'est pas accélérée. Et la plus grande partie de cette croissance, de façon disproportionnée, va vers le haut de l'échelle. Et cette richesse, elle n'est pas là parce que, en général, ils ont créé de meilleurs produits. Non. Ils ont fait de nouvelles innovations, oui. Mais certaines entreprises ont fait des grandes innovations, mais la plupart l'ont fait par l'exercice du pouvoir du marché et de l'exploitation. Si vous posez la question, est-ce que les gens qui ont découvert l'ADN, qui a amélioré nos capacités de vivre des vies plus longues, est-ce que ce sont eux les plus riches ? Eh bien non. Les gens qui font la recherche fondamentale, est-ce que ce sont les gens les plus riches dans la société ? Non. Les gens qui sont les plus riches, ce sont ceux qui se sont rendus compte comment acquérir pour eux des parts de marché et exploiter les autres. Le système néolibéral que vous décrivez aujourd'hui, il a été encouragé, défendu par des hommes et des femmes politiques qui se disent progressistes, qui se disent même démocrates aux États-Unis. Et pourtant, aujourd'hui, on se retrouve avec cet aboutissement à un système ultra-libéral défendu par Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, la gauche, le progressisme, qui a aussi créé la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui ? Vous savez, j'ai fait partie de l'administration Clinton.
Et il était question d'aller au-delà de ce qui était la nouvelle donne, le New Deal de Franklin Roosevelt des années 30, et de passer à une gauche moderne. Et à New York, il y avait les démocrates sociaux qui disaient on va aller au-delà du socialisme pour créer une nouvelle philosophie économique. Au sein de l'administration Clinton, nous avons eu énormément de débats. Certains d'entre nous l'ont dit, dont moi, que les marchés, par eux-mêmes, ne pouvaient pas se diriger. Les marchés font partie d'un système, d'un bon système. Il y a de bonnes incitations à cela, mais toutes ces incitations ne sont pas bonnes. Vous pouvez faire de l'argent en créant de nouveaux produits, grâce à l'innovation, ça c'est la bonne partie. Mais vous pouvez aussi faire de l'argent en exploitant d'autres personnes, en gagnant des parts de marché. Et sans un gouvernement qui empêche ces choses-là, les sociétés, les entreprises vont découvrir que avoir plus de parts de marché, ça fera beaucoup plus d'argent pour eux que de faire le bien pour le monde entier. Donc nous avons dit qu'on a besoin de législation antitrust pour les banques, beaucoup plus forte qu'elle existe, de juguler un petit peu le pouvoir des géants numériques, mais malheureusement, on a eu beaucoup de débats, on en a gagné certains, mais pas tous, malheureusement. Et ce que nous avons fini par avoir, c'est de façon disproportionnée un secteur privé comme le secteur bancaire qui excelle dans l'exploitation. Et puis on a eu cette crise financière de 2008. Et maintenant, nous avons les géants numériques qui sont dans l'exploitation massive. Un des exemples qui montre ces distorsions dans notre système. Si vous posiez la question, quel est le domaine le plus important dans lequel on a besoin de recherche? Pour moi, la réponse est évidente. C'est sauver la planète, parce qu'il y a ce changement climatique. Oui, nous sommes dans une menace existentielle. Alors, donc l'endroit où il y a le plus d'entrepreneuriat au monde, la Silicon Valley, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Eh bien, de créer un meilleur moteur de publicité, mieux cibler les gens. Est-ce que c'est ça la chose la plus importante, le domaine le plus important où on a besoin de recherche? À l'évidence, non. Mais ça illustre cette distorsion dans l'économie de marché du XXIe siècle. Il y a un élément dans votre livre qui m'a interpellée. Vous dites, et vous venez de le répéter, que le néolibéralisme est un échec. Vous parlez des dysfonctionnements systémiques du néolibéralisme, mais vous parlez aussi de la manière dont ça a façonné les citoyens. Vous expliquez que ça a créé des citoyens égoïstes, matérialistes, malhonnêtes, et que ce système, ça a augmenté les inégalités, concentré les pouvoirs, que ça n'a pas offert de liberté significative à une grande partie de la population, mais qu'en plus on y participe, c'est-à-dire qu'on a une mentalité, une manière de voir les choses qui a été façonnée par ce système néolibéral. C'est une partie importante du livre, je suis très heureux que vous le souligniez. La théorie standard de l'économie, qui a commencé avec les hypothèses que les gens entraient dans le monde avec des préférences innées, des comportements innés, déjà formés. Nous, en tant que parents, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous mettons énormément d'énergie pour encourager nos enfants à être honnêtes, à faire attention aux autres, à travailler dur. C'est à cela, certains d'entre nous réussissent, mais pas toujours.
Mais une fois que vous vous rendez compte de cela, on dit aussi que ce sont leurs amis qui les façonnent et on fait attention qu'ils aient les bons amis. Mais on oublie aussi on est dans un système social, économique, politique qui nous forme, qui nous façonne. Et si le système récompense les gens qui sont égoïstes, cupides, eh ben vous aurez de plus en plus de gens égoïstes et cupides. Et c'est ce que fait notre système capitaliste fait aujourd'hui. Qui a été mis au sommet? Donald Trump. Quelqu'un de misogyne, d'égoïste, qui est malhonnête. C'est lui qui est placé sur le piédestal. Vous savez, ces dernières semaines, c'est très intéressant. On a regardé aussi ce qui s'était passé avec un autre président américain, Jimmy Carter. Il a dévoué sa vie à la paix, à aider les pauvres. Il a aidé à construire des maisons pour ces gens. C'était un homme de valeur. Et quand on met cet homme-là sur un piédestal, oui, c'est lui qu'il faut imiter. Donc notre société a diverses images. Mais par-dessus tout, le capitalisme, malheureusement, a récompensé les cupides. Vous savez, ce film célèbre qui disait la cupidité, c'est bon. Et une des choses que je souligne dans mon livre, c'est que si cela continue, je pense que le capitalisme lui-même ne pourra pas survivre. Parce que tout système politique et économique doit avoir une certaine dose de confiance. Si vous êtes malhonnête, trop égoïste, il n'y aura plus de confiance. Confiance, même Adam Smith, le fondateur de la tradition économique anglo-américaine, a dit que la confiance était essentielle. Et dans le néolibéralisme est en train de torpiller cette confiance. Encore une fois, tout ça se fait au nom de la liberté. C'est la notion qui est mobilisée tous les jours par les ultra-conservateurs, par l'extrême droite aux États-Unis. Vous écrivez même que les Américains sont nourris à l'élixir de liberté. Et c'est vraiment le pays, moi, auquel je pense le plus quand on parle de liberté. Évidemment, du côté des conservateurs en particulier. Et là, je pense à un exemple que vous utilisez dans le livre, l'assaut du Capitole en 2021, quand les partisans de Donald Trump, qui remettent en cause la passation pacifique du pouvoir, le font au nom de la défense de la liberté. Vous l'avez dit, le capitalisme va atteindre ses limites avec ce système-là, avec cette alliance de milliardaires ultra-conservateurs qui créent des monopoles qui se font au détriment des libertés de la plupart des Américains. Est-ce qu'il y a, selon vous, la possibilité qu'à un moment, ce modèle rencontre ses limites et que les Américains se rendent compte collectivement que ces conservateurs qui disent défendre leur liberté réduisent en réalité leurs libertés individuelles? Je garde un peu d'optimisme. J'espère que les Américains viendront à comprendre que leurs libertés leur sont enlevées par ce néolibéralisme, par les soi-disant caucus de la liberté qui prétend accroître les libertés. Tous les jours, pour les Américains ordinaires, c'est des journées difficiles. C'est pas simplement une question de revenus. On parle beaucoup de revenus parce que c'est une façon de mesurer les inégalités, mais tout le monde, même des gens qui ont des revenus raisonnables, comme moi,
trouvent la vie difficile. Avoir une couverture santé, par exemple. L'épisode qui a attiré l'attention du monde entier, l'assassinat du patron de United Health, de cette mutuelle d'assurance, c'était l'expression de la manière dont les choses sont difficiles pour avoir une couverture santé. La liberté de United Health d'exploiter tous les Américains, de leur nier le droit à une couverture d'assurance. Les Américains savent, si vous allez à l'hôpital, vous allez faire banqueroute. Eux font du profit. Ils ont la liberté de faire du profit, de prendre notre argent, mais aux dépens de nos angoisses. Par exemple, vous avez les compagnies de téléphone, les fournisseurs d'Internet, les sociétés aéronautiques annulent les vols sans qu'on sache si on pourra avoir un autre vol, ne savent pas retrouver nos bagages. C'est un système, en France, vous dites... ou ailleurs, par exemple dans le monde entier, on dit que les compagnies aériennes ont le droit de se faire concurrence, mais quand il y a un vol annulé, vous devez être compensé. Mais s'il y a un monopole, ils s'en fichent, parce que les clients n'ont pas le choix. Les Américains sont traités tellement mal qu'il y a une montée croissante du désir de changement. C'est ce que Trump a capturé. Il a capturé la colère. Les gens veulent du changement. Mais c'est de là que vient le problème. Il a promis le changement. Et malheureusement, il était vu comme une version améliorée du néolibéralisme. En fait, Hillary Clinton n'a pas pu mener ça à terme, mais Trump n'était pas comme les républicains du passé. Les républicains croyaient dans la mondialisation, dans la liberté du commerce. Lui, il a dit non, moi je suis pour la protection, le protectionnisme. Il est allé vers une tradition plus ancienne du Parti républicain d'isolationnisme. Mais ce n'était pas la tradition du Parti républicain des 40 dernières années. Donc, lui se considère comme un agent du changement. Mais c'est un changement dans la mauvaise direction. Et ça sera un échec. La question est de là mon optimisme. Et j'ai écrit ce livre en partie pour fournir une alternative. Mais je dois aussi partager mon pessimisme, qu'il y a des risques que les électeurs se tourneront vers quelqu'un de pire encore. Vous savez, quand les autoritaires, les partis autoritaires, si ils échouent, ils diront on a échoué parce qu'il y a des ennemis. Les ennemis, c'est nous, les progressistes, qui ont une vision alternative. Ils vont se retourner contre les progressistes, comme ils se sont retournés contre les immigrants. Et les choses peuvent empirer. Justement, pour rester sur le pessimisme, il y a une partie de votre livre qui est assez effrayante. C'est la partie dans laquelle vous expliquez que quand il n'y a pas assez de régulation justement de ces libertés, quand il n'y a plus d'intervention de l'État, quand l'État n'en fait pas assez, c'est à ce moment-là, selon vous, que dans l'histoire, on a vu les régimes autoritaires émerger. Et vous évoquez nommément ceux d'Hitler, de Mussolini ou de Staline, qui, selon vous, sont nés quand l'État n'en faisait pas assez. Est-ce que c'est de ça dont on doit avoir peur aussi aujourd'hui, un retour des autoritarismes partout à travers le monde, sachant que la dernière fois que c'est arrivé, ça a mené à la Seconde Guerre mondiale?
Je suis inquiet. Et le titre de mon livre fait un écho à cette inquiétude. En 1944, Hayek a écrit un livre qui était « Les routes de la servitude ». C'était un moment où Keynes avait écrit sur la façon où un gouvernement plus fort pourrait éviter une nouvelle dépression. Beveridge, au Royaume-Uni, expliquait comment le gouvernement pouvait aider en mettant en place un meilleur réseau de santé, pouvait mettre des plans de retraite, un système de protection sociale en place. Et Hayek était inquiet que ce gouvernement plus fort, qui nous menait sur la route de la servitude. Donc c'est ça pour ça qu'il a intitulé son livre « Les routes de la servitude ». Et il avait tort. Il avait totalement tort. Et comme vous le dites, à travers le monde, on voit la croissance de régimes populistes, autoritaires. C'est pas en Scandinavie, ou dans des pays qui ont fait beaucoup, dont les gouvernements ont fait beaucoup, mais aux États-Unis, où il y a des morts de désespoir, des gens qui abandonnent, parce que la vie est devenue tellement dure et l'espérance de vie a diminué. Je comprends que l'on se tourne vers quelque chose d'autre. Malheureusement, on se tourne pas dans la bonne direction. Mais ils cherchent une réponse parce que très clairement, disent-ils, le système actuel ne fonctionne pas pour eux. Vous avez 81 ans, vous êtes né pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous avez l'impression que l'histoire mondiale est en train de se répéter parce que vous avez connu différents systèmes économiques, en tout cas une progression du système économique? Vous qui faites le lien entre économie et démocratie, est-ce qu'on doit s'attendre ou est-ce que ça vous semble possible que ce soit le plus probable, en fait, qu'on en arrive à cette crise énorme pour pouvoir sortir de cette idée ultra-libertarienne, cette vision ultra-libertarienne de l'économie qui est en train de s'imposer? C'est déprimant. Après, on passe aux solutions. Then we'll move to solutions. C'est déprimant. Dans ma jeunesse, j'étais très impliqué dans le mouvement des droits civiques. Nous pensions que nous créions une société plus démocratique. Nous nous sommes rendus compte qu'on avait un problème, que notre système enlevait leurs droits à des millions d'Afro-Américains. Nous nous sommes rendus compte que les droits de reproduction des femmes étaient niés et que leur place dans notre société n'était pas la bonne, elles étaient discriminées. Nous avions tellement d'espoir de créer une société et un monde plus démocratique. Je crois que nous avons réussi pendant un certain temps. Et puis Reagan est arrivé. On a eu cette bagarre terrible, si je peux dire. Le progrès était lent, la lutte était dure, mais finalement, nous pensions que nous allions gagner. Décrit un petit peu comme un enfant des Lumières, les Lumières de la science, du raisonnement, de la raison, qu'un système social et économique correct mènerait à l'amélioration de tout le monde. Et je crois au progrès. Et c'est très difficile, à l'âge de 81 ans, de voir ce qui se produit. Parce que on sent que tous les progrès que nous avions faits est en train d'être perdu. Et que l'ère des Lumières est attaquée. Les Lumières sont attaquées. La science est attaquée.
At a moment where we Au face moment the existential On fait face à un problème existentiel de changement climatique. science has given us Et la science nous dit vers quoi nous allons. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons utilisé notre raisonnement et nous avons fini par comprendre ce qui se passait. and then Et puis, there are these individuals who il y a seem ces individus winning right now in the political qui gagnent, qui sont en train de gagner le débat, climate science, qui nient deny science, les sciences du climat ou qui nient la science en général, to reason in qui ne sont pas ouverts à la raison dans le sens des Lumières. Justement, ça me permet de parler de la liberté d'expression. Le premier amendement des États-Unis, c'est celui qui concerne justement la liberté d'expression. Et beaucoup de choses aujourd'hui se font au nom de la liberté d'expression, notamment du côté de ces milliardaires ultra-conservateurs. Vous écrivez « Nous devrions avoir une totale tolérance pour ce que les gens croient, mais cette tolérance doit être limitée quand les croyances se convertissent en actes. Le discours visant à influencer autrui est clairement un acte. » Donc ce que vous expliquez, c'est que pour la liberté d'expression, comme pour le reste des libertés, il doit y avoir des limites. Et donc qu'il doit exister certaines limites à la liberté d'expression. C'est pas ce qui est en train de se passer aux États-Unis, puisque au contraire, on enlève toutes les limites. On le voit avec la dérégulation totale de X, le fait que Mark Zuckerberg supprime les fact-checkers et autorise les propos homophobes ou sexistes au nom de la liberté d'expression. Expressions in the name of freedom. Yeah, this is one of the hardest issues. C'est un des problèmes les plus durs Think about freedom. de réfléchir à cette liberté, Tend to have the most absolutist position. où les gens prennent les positions les plus absolues, The strong les plus radicales. contradictions. Mais quand on voit les contradictions The Republican Party. internes, fondamentales au sein du Parti républicain We've et always had Trump, restrictions. il y a toujours eu des restrictions. Absolutism never L'absolutisme n'a jamais fait sens. fire in a crowded theater. On ne peut pas crier au feu lorsque le théâtre est plein. Pornography. Par exemple, la pornographie, la pédopornographie est dangereuse. What we realize is that Ce dont nous nous rendons compte, c'est que new technology les nouvelles technologies create new dangers, créent de nouveaux dangers new opportunities. et ouvrent de nouvelles occasions. Mais il faut éviter, retenir, limiter les dangers. Facebook Been instrumental a été très important dans la création, massacres, big genocide. dans ce qui s'est passé avec les massacres des Rohingyas. It is understandable why Il Europe peut comprendre pourquoi l'Europe restrain these tente digital de arts limiter through the les mots MAUX numériques dans la législation européenne. restrain La plupart des pays the use of the danger restreignent incitement to les dangers racial de hatred. l'incitation à la haine raciale, raciste. More sensitive to that than most other countries, but L'Allemagne est plus sensible à cela que d'autres pays, mais ça se produit partout dans we le just monde. went through the pandemic. On vient de sortir de la pandémie. I mentioned before, C'est important, je l'ai déjà mentionné. we have vaccinations. Il était important que les gens soient vaccinés. Mais si vous diffusez de la désinformation ou des fake news, si vous dites que si vous êtes vacciné, vous allez avoir une puce dans les cerveaux qui va vous diriger, les gens vont pas se faire vacciner. Ça signifie qu'ils vont mourir. Et donc voilà, il y a là un mal social évident. Donc pour moi, Reasonable that we should il est raisonnable de restreindre ce genre de désinformation ou de fake news qui causent du mal. Zuckerberg used to agree with that, but Zuckerberg était d'accord avec cela, mais maintenant que Trump est arrivé, il dit non, vous pouvez répandre toutes les ordures que vous voulez, quelles que soient les conséquences. at the same time, Dans le même temps, the Republicans les républicains et Trump are trying to restrain speech tentent and de press.
restreindre la liberté de parole dans la presse par différents moyens. Ils utilisent un article légal. Vous n'avez pas le droit de diffamer, dit la loi. Par exemple, la presse responsable le fait. Nous essayons de créer toujours un équilibre entre les dangers de la surréglementation et de la sous-réglementation. Mais que font les Trump et les Trumpistes? Ils poursuivent un journal de l'Iowa qui avait écrit que il se pourrait qu'il ne gagne pas l'élection. Mais ils tentent d'instiller la peur. In Florida, DeSantis is engaged in the governor of Florida. Le gouverneur de la Floride a tenté de restreindre le droit de parler de ce que l'on veut dans les universités. Dans certaines universités des États-Unis, on interdit aux étudiants, on ne permet pas aux étudiants d'étudier le changement climatique. There are libraries that are Il y a des bibliothèques from what the books they could have in the library. où on a restreint le droit d'avoir certains livres. That there is Donc il est très clair qu'il y a, de la part des républicains, une guerre contre la liberté d'expression. But not one based on legitimate Elle n'est pas fondée sur social harms. Véritablement, on ne réfléchit pas à ce que cela peut faire, restreindre cette liberté qui pourrait faire du mal aux gens. Mais non, c'est pour restreindre ce à quoi vous pourriez réfléchir, votre liberté de penser. Et par exemple, il faut absolument introduire des législations contre les géants numériques pour nous assurer qu'ils ne créent pas ce mal. Et ce cadre qui a été créé par l'Europe, c'est le bon cadre. Mais ça doit être renforcé. Et il s'est attaqué. Mark Zuckerberg s'attaque directement à l'Europe. Elon Musk s'attaque à l'Union européenne et à ses réglementations. Exactly. Tout à fait. I hope that Europe stands. Et j'espère que l'Europe va se lever et défendre ce qu'il a fait. Zuckerberg et Musk sont importants. Enfin, ce qui est important pour eux, c'est de gagner de l'argent. Peu importe pour eux quels sont les maux sociaux qu'ils créent. Mais nous, en tant que société, nous ne pouvons pas permettre à un individu, à un milliardaire, de détruire notre société. On va passer un peu aux solutions, quelque chose peut-être d'un peu plus positif. Vous avez toute une troisième partie de votre livre dans lequel vous défendez un autre système économique et vous vous faites le défenseur de ce que vous appelez un capitalisme progressiste. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous entendez par là? C'était pour moi un travail difficile de trouver le bon nom pour cela. Je n'étais pas content de ce nom, de cette appellation. Et en écrivant ce livre en Europe, peut-être que je l'aurais créé une démocratie sociale renouvelée, disons. Je vais l'expliquer, peut-être que vous trouverez un nom qui sera meilleur. C'est une grande variété d'institutions qui se rendraient compte que dans nos sociétés complexes, on a besoin d'institutions diverses pour divers problèmes. Il y a de la place pour des entreprises qui sont là pour gagner de l'argent. Mais aussi, il y a d'autres lieux pour de l'action collective. Et l'action collective doit prendre des formes très différentes. La plus importante, c'est le gouvernement, mais aussi d'autres formes d'action collective, comme le travail, les syndicats, par exemple, comme les actions de groupe, et d'autres formes d'action, par exemple les ONG, les coopératives. Et quand je réfléchis à quel type d'institutions sont pertinentes pour divers contextes, je pense que, par exemple, dans le domaine de l'éducation, un modèle pour l'éducation payante et qui gagne de l'argent, c'est l'université à la Trump. Mais à une seule condition, que ça n'exploite pas d'autres gens. Que les gens
lui donnent de l'argent parce que lui avait fait croire qu'il avait gagné qu'il avait gagné par exemple énormément d'argent et les gens voulaient apprendre comment il avait fait. Et les gens lui ont donné de l'argent pour apprendre de lui, ils se sont rendus compte que c'était du bidon, l'ont poursuivi parce qu'ils n'ont rien appris. Une des forces de l'Amérique, ce sont nos universités qui sont très fortes. Toutes sont soit des universités d'État, comme Berkeley, ou ce sont des ONG, pour la plupart, dans leur grande majorité. Columbia, Harvard, Princeton, Yale, Stanford. Aucune de ces universités n'est là pour faire de l'argent. Et elles ont créé un système éducatif extrêmement fort en tentant de fournir une éducation de qualité, un haut niveau de recherche pour les citoyens, pour la plupart des citoyens. Un exemple pour les entreprises à but lucratif, par exemple, quand on s'occupe des enfants, quand on s'occupe des personnes âgées, dans ce cas-là, les gens, par exemple, ne peuvent pas juger par eux-mêmes. Prenez quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui soit atteint de démence sénile. Quand vous avez des fonds d'investissement qui achètent une maison de retraite pour les personnes âgées, alors il faut se poser la question, est-ce qu'ils ont l'expertise nécessaire, par exemple dans un EHPAD, quel est leur avantage compétitif? Ben, leur avantage compétitif, c'est l'exploitation des gens qui sont envoyés à l'EHPAD. Les avantages à accueillir dans un EHPAD quelqu'un qui est atteint de démence sénile sont énormes. Ils payent et ils ne peuvent pas se plaindre. Donc moi, je suis beaucoup plus à l'aise d'avoir une relation avec une organisation coopérative ou une mutuelle ou un gouvernement à but non lucratif qui s'occuperait de cela. Et on a vu les conséquences de laisser la main libre à ces institutions lucratives, à but lucratif. Dans le livre, et j'invite ceux qui nous regardent à le lire, il y a vraiment tout un tableau où vous expliquez ce qui se passe en cas de politique néolibérale qui continue et ce qui se passe avec les mesures que vous défendez, qui sont pour beaucoup des mesures de régulation, qui sont des mesures d'intervention très forte de l'État, de protection des citoyens, d'investissement dans la santé, dans l'éducation, dans la recherche, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça me fait penser à ce qu'on a connu en France à une certaine époque, évidemment pas totalement, mais avec des régulations financières beaucoup plus importantes, peut-être après la Seconde Guerre mondiale. En France, on a eu le tournant de la rigueur dans les années 80, qui a fait qu'on a embrayé sur des politiques néolibérales qui nous ont éloignés de ce système. Et dans le livre, vous utilisez l'exemple français. Vous expliquez, vous reprenez notre devise que liberté, égalité, fraternité, c'est selon vous beaucoup plus proche de la liberté que la liberté telle qu'elle est conçue dans le système américain. Vous expliquez que d'ailleurs c'était le cri de ralliement de la Révolution qui associait l'égalité, la solidarité à la liberté. Et que ça, c'est fondamental. Seulement nous, aujourd'hui, moi en tant que Française, ça m'a fait quelque chose de lire ça. Parce que les politiques qu'on a depuis des années ne vont pas dans ce sens. On n'est plus en train de défendre ce système de solidarité. Au contraire, on le détricote depuis des décennies maintenant, que ce soit d'ailleurs tous les partis au pouvoir à des niveaux plus ou moins importants. Comment est-ce que vous voyez le fait que même en France, on est en train d'aller vers cette conception, au fond, très libérale de la liberté? Yeah, I worry about it. Ça m'inquiète. Unfortunately, c'est malheureux. L'Amérique a eu beaucoup d'influence à travers le monde. Et Trump n'est pas seulement mauvais pour les États-Unis, Trump est mauvais pour le monde. Et vous voyez des gens
Comme what happened to Brazil. regardez ce qui s'est passé au Brésil le 6 janvier aux États-Unis, ça a tenté de torpiller notre démocratie. Et au Brésil, vous avez vu ce qui s'est passé. Le Brésil a fait un meilleur travail en réfléchissant au 8 janvier et a empêché ou a rendu responsables ceux qui avaient tenté de le faire. Et ils ont restauré leur démocratie. Le danger était encore plus grand qu'aux États-Unis. Le modèle de Trump, c'est une alliance mondiale comme ce qui a été les pays de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mussolini, Hitler, et le Japon. Donc il y avait l'axe du fascisme. Maintenant vous avez Orban qui chante les louanges de Trump. Vous avez Poutine. Vous avez des expressions d'admiration d'un leader autoritaire pour un autre leader autoritaire. C'est une vision différente. Aux États-Unis, un des débats sous-jacents, c'est qu'est-ce qui est plus important? Une démocratie résiliente ou préserver notre mode de vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Préserver l'ordre ancien, où les mâles blancs dirigeaient le système. Et il y a beaucoup de gens qui soutiennent l'ordre ancien et qui disent « rendons l'Amérique grande à nouveau ». Ça veut dire quoi? Remettons en place l'ordre où ce groupe particulier dirige le pays. Mais on ne peut plus le faire, le monde a changé. Ils veulent revenir vers un monde qui ne peut pas être recréé et ne devrait pas être recréé. Mais malheureusement, il y a une alliance mondiale de l'extrême droite et ils se renforcent et ils se renforceront encore plus avec Trump à la Maison-Blanche. L'un des outils pour justement faire face à cette alliance de l'extrême droite, à la désinformation et à ces conceptions mensongères de la liberté, c'est le savoir et donc l'information, la manière dont on arrive à accéder à cette information. Votre livre fait partie de ce qui nourrit le débat intellectuel, donc les routes de la liberté, aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Joseph Stiglitz, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Well, thank you very much. Merci beaucoup à vous. J'espère que cet entretien vous a plu. Merci à Michel Zlotowski encore pour cette traduction. Faire de longues interviews sur des sujets aussi vastes, le tout en langue étrangère, n'est pas chose aisée. Et souvent, l'algorithme de YouTube ne les met pas vraiment en avant. Donc si vous voulez aider cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter ou la partager. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si le sujet de l'extrême droite américaine vous intéresse, je vous invite vivement à regarder cet entretien avec Naomi Klein que j'ai réalisé très récemment et qui se demande comment les progressistes peuvent gagner face à l'extrême droite. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant. Si on a pu réaliser cette émission, c'est grâce à votre soutien financier. Donc si vous voulez que ça continue, qu'on puisse en faire d'autres, vous pouvez faire un don ou vous abonner sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt.